Alors, merci d'avoir accepté notre invitation en si grand nombre et une fois de plus, bienvenue. Alors, en première partie, je vais vous présenter les principaux changements réglementaires. Donc, c'est un survol, évidemment, qu'on va effectuer avec vous aujourd'hui, issu de la LMR-SST et les impacts dans les différents milieux de travail, donc dans vos entreprises. En deuxième partie, c'est mon collègue, M. Sébastien Boisvert, qui va vous présenter les plus récents changements apportés au RSST, donc le règlement sur la santé et la sécurité du travail. Donc, question de bien situer si on veut, les changements réglementaires dans le temps. Je propose un cours historique. Donc, en 1979, c'est l'adoption de la loi sur la santé et la sécurité du travail. Le 6 octobre 2021, c'est l'adoption du projet de loi 59 au niveau de la LMR-SST. Donc, on est quand même plusieurs années plus tard. Par la suite, c'est le déploiement, dans le fond, du régime intérimaire à compter du 6 avril 2022. Donc, le régime intérimaire qui se voulait une période transitoire. Finalement, ben, le 1er octobre 2025, c'est l'entrée en vigueur du régime permanent, des mécanismes de prévention et de participation, plus particulièrement le règlement sur les mécanismes qu'on appelle le RMPPE. Donc, un petit rappel, quels étaient les objectifs visés par la LMR-SST? De un, c'était de moderniser le régime de la santé et sécurité du travail en vigueur qui en avait besoin depuis la LSST, améliorer la prévention des accidents, évidemment, et des maladies professionnelles, encadrer les mécanismes de prévention de participation, puis favoriser la prise en charge des risques, incluant les risques psychosociaux en milieu de travail. Au niveau du régime intérimaire, je l'ai mentionné, c'était une période transitoire. Alors, les objectifs étaient de préparer vos différents milieux de travail à l'application des nouveaux mécanismes et augmenter la prise en charge de la santé et sécurité par les milieux de travail. Si vous vous rappelez, avant le régime intérimaire, dans le fond, dans l'ancien régime, je dirais, nous avions comme référence les groupes prioritaires de 1 à 6. Donc, ça, c'est l'ancien régime avant le régime intérimaire, lui qui est effectif depuis le 6 avril 2022. Donc, on parlait des groupes prioritaires. Donc, les mécanismes de prévention et de participation sont définis, entre autres, en fonction du nombre de travailleurs dans un établissement, soit 20 travailleurs ou plus ou 19 travailleurs ou moins. Ça, c'est un des critères. Puis, je vais vous parler des niveaux tout à l'heure. C'est un autre critère à considérer que je vais vous présenter dans les prochaines diapositives. Alors, à l'instant, nous proposons un sondage afin de prendre, je dirais, le pouls de notre auditoire. Donc, nous aimerions savoir si votre entreprise compte ou combien de travailleurs ou de travailleuses au total. Donc, c'est tout simplement, c'est en fonction du critère que je viens de vous expliquer. Donc, un des critères 19 travailleurs et ou moins et 20 travailleurs et plus. Donc, à ce nombre-là, il faut prendre note dans le bas de la diapositive, il y a une petite note qu'il faut exclure les représentants de l'employeur, donc superviseur, directeur, gérant. Pourquoi? Ben, il faut se référer à la définition d'un travailleur qu'on trouve dans la loi sur la santé et la sécurité du travail. Donc, nous aimerions savoir votre entreprise combien de travailleurs et de travailleuses, donc 19 et moins ou 20 et plus. Mario, on a déjà une centaine de personnes qui ont répondu B, 20 travailleurs et plus dans leur organisation. Donc, le régime permanent qui est entré en vigueur le 1er octobre 2025 a introduit avec lui deux changements importants. Donc, soit des nouvelles exigences en regard de la loi sur la santé et la sécurité du travail, donc la LSST qui en avait, à mon avis, qui en avait bien besoin, et le nouveau règlement qui fixe les obligations des nouveaux mécanismes de prévention et de participation. Veuillez prendre note, donc le règlement sur le représentant à la prévention a été abrogé parce que maintenant cette notion-là n'existe plus. On parle maintenant du RSS, donc représentant santé et sécurité du travail. Et les comités de santé et sécurité, on parle aussi que ce règlement-là a été abrogé, mais maintenant il a été intégré, si on veut modifier, mais intégré dans le nouveau règlement. Alors, quelles sont les exigences désormais? Ça, c'est des questions qu'on reçoit assez régulièrement. Donc, depuis le 1er octobre 2025, donc l'entrée en vigueur du régime permanent, pour les entreprises qui faisaient partie des groupes prioritaires 1, 2 et 3. Donc, pour multiprévention, ça cible particulièrement les entreprises du secteur métal. Donc, pour les entreprises de 20 travailleurs ou plus, donc on parle d'un programme de prévention, d'un comité de santé et de sécurité, donc CSS, et d'un représentant en santé et sécurité.
Donc ça doit déjà être en place. Donc, si ça ne l'est pas, bien, évidemment, il y a du travail à faire dans vos organisations. Donc, ça doit déjà être accompli pour le secteur métal et ça fait très longtemps que c'est une obligation d'ailleurs. Pour les autres secteurs d'activité, je pourrais parler de l'habillement, textile, etc., de 20 travailleurs ou plus. Donc, à ce moment-là, le programme de prévention, vous avez 1 an à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement, soit qui est entré en vigueur le 1er octobre 2025. Donc, vous avez jusqu'au 1er octobre 2026 pour l'élaboration et la mise en application d'un programme de prévention. Le comité de santé et sécurité doit être déjà en place, ainsi que le représentant santé et sécurité. Donc ça, c'est pas une nouveauté, c'est depuis, dans le fond, ou le déploiement du régime intérimaire. Il y avait déjà cette exigence-là à partir d'avril 2022. Pour les entreprises de 19 travailleurs ou moins, donc vous devez déjà avoir un agent de liaison. Et le plan d'action, c'est similaire dans le fond au programme de prévention. Vous avez 1 an à partir de la date d'application du règlement, donc soit le 1er octobre 2026, pour l'élaboration et la mise en application de votre plan d'action. Prochaine question. Donc, je salue à nouveau votre participation. Donc, pour les entreprises comptant 20 travailleurs et travailleuses ou plus, avez-vous mis sur pied un comité de santé et de sécurité paritaire? Paritaire, évidemment, ça veut dire avec des représentants employeurs et travailleurs. Donc, Joanie, tu vas nous communiquer les résultats qu'on attend avec impatience. La majorité répondent oui. Oui, donc, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Alors, une fois de plus, merci de votre participation. Donc, c'est très bien d'avoir déjà vos CSS en action. Prochain sondage. Avez-vous désigné un représentant santé et sécurité, le RSS, ou un agent de liaison? Donc, le RSS pour les entreprises de 20 travailleurs ou plus, l'agent de liaison, les entreprises de 19 travailleurs, travailleuses ou moins. Alors, moi, personnellement, j'ai noté que dans plusieurs organisations, encore, les RSS n'avaient pas été encore nommés au LSS. J'ai hâte de voir le résultat avec la participation d'aujourd'hui. Oui, sur 114 réponses, on a 91% des gens qui ont dit oui. Mentionnent avoir un représentant santé et sécurité ou un agent de liaison, oui. Bon, ben, bravo pour votre proactivité, c'est très bien, une très bonne nouvelle. Puis merci pour votre réponse. Donc, ben, c'est quand même élevé, 91%, Joanie. Donc, on continue la présentation. Donc, le 1er octobre 2025, le règlement sur les mécanismes de prévention et de participation, dans le fond, est entré en vigueur, remplaçant ainsi le régime intérimaire qui était effectif depuis le 6 avril 2022. Alors, qu'est-ce que ça vient encadrer exactement le RMPPE et pour les établissements? Alors, qu'est-ce que ça vient encadrer? Ça détermine les règles de composition des comités de santé et sécurité. Ça définit les règles de fonctionnement des réunions. Ça permet de fixer les délais pour les formations au niveau des comités de santé et sécurité, représentant RSS et l'agent de liaison. Et ça nous permet de prioriser en fonction des secteurs d'activité. Parlant de secteur d'activité, ça, c'est un nouveau critère. Donc, désormais, les établissements sont classés par groupe d'activité qui inclut des niveaux, comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement. Ces niveaux-là ont été définis en fonction du secteur d'activité économique. Donc, on fait référence au code SCIEN. Là, on ne s'en fâchera pas dans les fleurs du tapis. Le code SCIEN, c'est le système de classification des industries en Amérique du Nord, puis ainsi que le niveau de risque. Donc, ces deux facteurs-là. La classification par niveau a été élaborée en partenariat avec la CNESST et l'IRSST. Donc, les niveaux, vous voyez apparaître à l'écran à l'instant, les niveaux en fonction des différents secteurs d'activité permettent de définir, par exemple, le temps de libération ou le nombre d'heures de libération du RSS qui est alloué par mois. La fréquence minimale des réunions du comité de santé et sécurité, c'est ce que ça permet. Quand je parle des groupes d'activité, des niveaux en fonction des secteurs. Donc, comme vous pouvez le voir actuellement, pour le secteur de produits en métal, produits électriques, textiles et bonneterie, on parle d'un niveau 4. Le secteur habillement d'un niveau 2. Imprimerie et les secteurs connexes au secteur d'imprimerie, le niveau 1. Donc, ça, c'est un critère qui est à considérer également. Concernant la composition d'un comité de santé et sécurité, donc vous avez mentionné en grande majorité que vous aviez un comité de santé et sécurité déjà en place. Donc, le nombre de représentants des travailleurs qui siègent au sein du comité est déterminé par entente entre les deux parties. Quand je parle d'entente, évidemment, ça inclut s'il y a une convention collective. À défaut d'entente, c'est le nombre fixé en vertu du règlement, le RMPPE, qui s'applique à ce moment-là. Le règlement détermine le nombre de représentants requis. Ça inclut aussi le RSS, le représentant santé-sécurité.
Donc, par exemple, si on regarde le tableau qui est présenté actuellement à l'écran, donc pour une entreprise de 20 à 50 travailleurs, ça requiert 2 représentants des travailleurs, 51 à 100 travailleurs, 3 travailleurs, et ainsi de suite. Un autre point important que j'ai noté à travers mes années d'expérience chez Multiprévention, c'est que l'énoncé dont je vais faire part, c'est pas toujours appliqué dans tous les établissements. Donc, c'est important que le nombre de représentants des travailleurs doit être égal ou supérieur au nombre de représentants de l'employeur. Ce qui veut dire qu'il ne doit pas y avoir plus de représentants de l'employeur au sein d'un comité que des travailleurs. Donc, c'est très important à ce niveau-là. Au niveau de la fréquence des réunions du comité, encore là, c'est déterminé par entente entre les deux parties, incluant encore là s'il y a une convention collective, bien évidemment. À défaut d'entente, le nombre est déterminé en fonction du règlement. Donc, pour les établissements de niveau 4, je vais faire apparaître l'information. Donc, pour cette année, jusqu'au 30 septembre 2026, c'est 6 rencontres par année. À partir du 1er octobre 2026, c'est 9 rencontres par année. Et il faut au moins qu'il y ait une rencontre par trimestre. Pour le secteur habillement, donc produits métal, produits électriques, textiles et bonneterie, donc c'est niveau 4, vous avez l'information directement sur l'écran. Habillement, c'est pour niveau 2, c'est 6 rencontres par année. Et imprimerie et secteur connexe, donc de niveau 1, c'est 4 rencontres par année. Donc, un procès-verbal doit être adopté à chaque réunion. Ce procès-verbal-là doit être conservé pendant une période de 5 ans, accessible à l'ensemble des membres du comité de santé et sécurité et ainsi que communiqué aux travailleurs ainsi qu'aux travailleuses. Au niveau des fonctions, là, je vous présente les principales fonctions parce que dans les documents de la CNSST, dans le règlement, il y en a 14, donc je présente un résumé. Dans le fond, les fonctions demeurent relativement les mêmes que l'ancien régime, mais avec des responsabilités, je dirais, plus élargies. Donc, notamment, collaborer à l'élaboration et à la mise à jour du programme de prévention, participer activement à l'identification et l'analyse des risques. Vous savez que l'identification et l'analyse des risques est une priorité pour la CNESST. Et d'ailleurs, c'était déjà, à partir du 6 avril 2022, avec le régime intérimaire, c'était déjà une exigence pour les entreprises de 20 et plus et de 19 travailleurs et moins. Donc c'est un point important pour la CNSST. Puis pour les entreprises, on s'entend, c'est une activité qui est très, très proactive en soi. Un autre point important aussi, consulter un intervenant. Ça, c'est nouveau en santé et sécurité. Donc, quand je parle d'intervenant, ça pourrait être, par exemple, un conseiller en gestion de la prévention de multiprévention, un conseiller technique également. Un petit point important ici, donc, à défaut d'entente, le comité de santé et sécurité doit tenir sa première rencontre dans les 30 jours suivant la désignation de ses membres. Et s'il y a une entente, ça va, mais s'il n'y a pas d'entente, le règlement le fixe à 30 jours à ce moment-là. Un point important au niveau des formations, une formation, entre autres, ce qu'on appelle le parcours de formation chez Multiprévention du comité de santé et sécurité. Alors, on offre un parcours pour, dans le fond, permettre au comité de santé et sécurité d'enrichir les connaissances, les habiletés, puis mettre en œuvre des conditions gagnantes. Une fois le parcours des 5 formations complétées, il y a l'émission d'une attestation, dans le fond, d'un certificat, visibilité sur nos réseaux sociaux, puis un autre élément important, une invitation, dans le fond, à participer au colloque annuel de multiprévention. Donc, si vous désirez obtenir l'information concernant le parcours de formation du CSS, c'est disponible sur le site de Multiprévention. Vous pouvez communiquer avec votre conseiller en gestion de la prévention également. Au niveau des fonctions du RSS, donc tout d'abord, avant de vous les présenter, le RSS est désigné parmi les représentants des travailleurs au sein du comité. Ça, c'est par vote ou par consensus. Un point important, c'est que pendant le régime intérimaire, il n'était pas requis de faire partie du comité de santé et de sécurité pour être RSS, mais depuis le 1er octobre 2025, le RSS doit faire partie du comité, donc doit être membre d'office du comité de santé et de sécurité. Au niveau du sommaire des fonctions, donc, faire l'inspection des lieux, identifier les situations pouvant être source de danger, faire des recommandations, assister les travailleurs dans l'exercice de leurs droits, ça pourrait être par exemple un droit de refus, collaborer à l'élaboration et l'application du programme de prévention, porter plainte à la CNSST, on s'entend dans les cas où c'est requis ou si nécessaire. Parlons maintenant du temps alloué aux fonctions du RSS. Donc encore là, c'est déterminé par entente entre les membres du CSS,
À défaut d'entente, c'est le temps déterminé par le règlement qui s'applique. Les activités admissibles au temps de libération du représentant santé et sécurité sont définies dans le règlement. Alors, on ne pourra pas l'aborder aujourd'hui, mais les informations sont dans le règlement. Donc, il y a certaines activités, comme par exemple le temps de libération pour assister aux réunions du comité de santé et sécurité, ce n'est pas comptabilisé dans les heures que je veux présenter actuellement. Donc, le tableau que vous avez à l'écran, c'est pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. Puis, je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, pour une entreprise de 70 travailleurs dans le secteur métal qui appartient à un niveau 4, on parle de 16 heures de libération par mois. Donc, ce n'est pas nécessairement 4 heures à toutes les semaines. Ça, par entente, vous déterminez le nombre d'heures par semaine. Et à noter qu'à partir du 1er octobre 2026, ce nombre d'heures-là va passer à 26 heures de libération. Donc, j'ai entendu quelques commentaires à cet effet-là que c'est beaucoup de temps de libération, mais il faut être conscient que le RSS, le représentant de santé et sécurité, offre des avantages importants pour les travailleurs et l'entreprise, tels que la prévention, évidemment, des accidents et des maladies professionnelles, la réduction des coûts reliés aux lésions, l'amélioration de la communication dans vos organisations, la sensibilisation à la santé et la sécurité du travail. Donc, il y a plusieurs avantages reliés au RSS. Au niveau de l'agent de liaison, la désignation de l'agent de liaison se fait par entente entre les travailleurs et les travailleuses. Encore là, s'il y a une convention collective, quand je sous-entends entente, ça inclut la convention. Puis la nomination peut se faire par consensus. Ça dépend du contexte, évidemment, en fonction de chaque organisation qui est différent. Donc, la nomination peut se faire par consensus, par vote ou par nomination. Au niveau des fonctions de l'agent de liaison, donc coopérer avec l'employeur, exemple, faciliter la communication aux différents échelons, collaborer à l'élaboration et l'application du plan d'action, identifier les risques et recueillir l'information, transmettre ses recommandations par écrit à l'employeur et, si nécessaire, encore là, porter plainte à la CNSST. Prochain sondage. Selon vous, est-ce qu'une formation est obligatoire pour les membres du CSS, incluant les représentants, donc le RSS ainsi que l'agent de liaison? D'après vous? Je vois déjà que dans le chat, les gens ont répondu beaucoup de A, donc oui. Est-ce qu'on a un pourcentage ou pas? C'est oui ou non, je ne sais pas. C'est ça, majoritairement, Joanie, c'est un oui? Ce que je comprends. Exactement, oui. OK. Bonne réponse. OK, ça vient de rentrer. Donc, désolé du délai, il y avait comme un petit lag. Donc, il y a 115 personnes qui ont répondu oui comme réponse, contrairement à 4 non, puis 6 je ne sais pas. OK. Malheureusement, nous n'avons pas de prêt à faire ça, mais c'est une bonne réponse en soi. Donc, oui, formation obligatoire pour les membres du CSS et les représentants. Donc, cette formation-là, le contenu et la durée, c'est défini par la CNSST. Les agents de liaison ont 1 an pour suivre la formation suivant leur désignation. C'est la même chose, mais pas la même chose tout à fait. Pour le CSS et le RSS, c'est 120 jours suivant leur désignation. Au niveau des formations, pour un membre du comité de santé et sécurité, on parle de 7 heures de formation. Pour le représentant santé et sécurité, membre d'un CSS, c'est 7 heures également. Puis pour un représentant santé et sécurité non membre d'un CSS, on parle de 2 fois 7 heures de formation. Il est à noter que pour l'agent de liaison, c'est une formation en ligne de 2 heures et qu'elle est déjà disponible. Vous avez tout simplement sur le site de la CNSST pour vous y inscrire. Autre élément important, donc les entreprises qui avaient déjà en place le comité de santé et sécurité, le représentant santé et sécurité et l'agent de liaison, lorsque le règlement régime permanent est tombé effectif le 1er octobre 2025, là, dans ce cas-là, vous avez des dates butoirs à rencontrer pour la formation. Donc, pour le secteur de produits en métal, produits électriques, textiles et bonneterie, c'est le 1er octobre 2026. Secteur de l'habillement, c'est le 1er octobre 2027. Et pour l'imprimé et les secteurs connexes à l'imprimé, on parle du 1er avril 2028. Donc, la CNSST a mis en place 2 mécanismes de prévention obligatoires, soit le programme de prévention, donc programme de prévention pour les entreprises de 20 travailleurs ou plus, et le plan d'action pour les entreprises de 19 travailleurs ou moins. Donc, on va aborder cet aspect-là dans les prochaines diapositives. Mais avant,
on aimerait savoir si vous avez élaboré et mis en application un programme de prévention ou un plan d'action en santé et sécurité. Donc, j'ai lancé le sondage, 82 réponses sont rentrées. Donc, principalement, oui, 93% des Wow! réponses et oui. Ce qui est très bien parce qu'on s'entend pour les autres secteurs d'activité, ben, il y a quand même un délai d'un an, donc si c'est déjà en place, bravo, bravo. Est-ce qu'il y a d'autres réponses d'autres résultats? C'est pas mal les Ça résultats tourne finaux. beaucoup de 92% des gens Très répondent. bon, Oui. félicitations, félicitations. Donc, au niveau du contenu du programme de prévention, bon, c'est défini, on retrouve l'information dans le règlement. Donc, je vous présente quand même assez rapidement un sommaire du contenu. Donc, l'identification et l'analyse des risques est une priorité depuis plusieurs années avec le régime intérimaire. Les mesures de priorité d'action, mesures de surveillance, d'évaluation et d'entretien et de suivi, ça inclut bon, le volet hygiène industrielle, l'échantillonnage, tout ce qui contient l'entretien des équipements de la machinerie, etc. L'identification des équipements de protection individuelle, les programmes de formation et d'information. On continue. Donc, les examens de santé et pré-embauche, la liste des matières dangereuses et des contaminants, le maintien d'un service adéquat de premiers soins, mais ça, c'est déjà prescrit dans le règlement sur les normes minimales de premiers secours, premiers soins, et une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement psychologique en milieu de travail. Il est à noter que les programmes de santé au travail publiés par la CNSST, il y en a déjà disponibles sur le site de la CNSST, devront être intégrés au programme de prévention. Donc, si vous désirez, vous comprenez, dans le cadre d'un webinaire comme aujourd'hui, on ne peut pas aborder tout cet aspect-là dans tous les détails, dans les moindres détails, mais il y avait une webconférence le 3 décembre présentée par Multiprévention et la prochaine va se dérouler le 26 avril 2026 prochain. Donc, si vous désirez vous informer davantage, je vous invite à vous y inscrire. Donc, c'est le 26 avril prochain, 2026, si vous voulez obtenir des informations sur les programmes de santé. Petit rappel ici, donc, je l'ai mentionné tout à l'heure. Je dis l'échéancier, c'est le 1er octobre 2026, mais évidemment, c'est mis à part, comme je l'ai mentionné, les entreprises et groupes prioritaires qui faisaient partie des groupes prioritaires 1, 2 et 3. Donc, maintenant, on sait que ces entreprises-là ont l'obligation, c'est immédiat, on s'entend, de mettre pour les entreprises de 20 travailleurs dans les mains, d'avoir un programme de prévention, puis on parle aussi d'une mise à jour annuelle du programme. Ce que je présente là, quand je dis le 1er octobre 2026, c'est pour les autres secteurs. Donc, ça vise particulièrement le secteur métal, OK, l'obligation actuelle. Pour les autres secteurs d'activité, c'est le 1er octobre 2026 et une mise à jour annuelle du programme de prévention. Multiprévention vous propose de réaliser votre programme de prévention numérique à l'aide d'un outil en ligne conçu sur mesure pour les entreprises du secteur manufacturier, donc entreprises du secteur de multiprévention, pour vous permettre de vous conformer à la réglementation, aux exigences réglementaires. Et le résultat de ça, c'est que ça va vous permettre de bâtir un plan d'action ainsi qu'un programme de prévention. Donc, si vous désirez obtenir des informations, n'hésitez pas à nous contacter. Contactez votre conseiller ou le conseiller en gestion de la prévention attitré à votre établissement. Ça va nous faire plaisir. On peut faire même effectuer une démonstration de la plateforme avec vous. Qu'est-ce qu'elle contient au niveau des différents mécanismes, les rappels automatisés, tout ça. Donc, on pourra vous faire une présentation. S'il y a un intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. Au niveau du contenu du plan d'action, il y a des choses qui sont relativement similaires en moins grande quantité, si on veut. Donc, l'identification des risques, les mesures de prévention et de priorité d'action, les mesures de surveillance et d'entretien, l'identification des EPI, formation, information, et politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement psychologique. Et encore là, les dates butoirs qui apparaissent à l'écran, qui le rappellent pour la mise à jour annuelle du plan d'action qui devrait être faite. Parlant de santé psychologique, c'était le dernier énoncé au niveau du plan d'action. Donc, nous avons une offre de services en formation santé psychologique. Donc, différentes options s'offrent à vous. Donc, formation en entreprise, on a des formations en ligne, webconférences en rediffusion, conférences à la carte. Notre offre de services, bien évidemment, ne serait pas complète sans la présence de Mme Audrey-Lynne Canel, qui est conseillère technique en santé psychologique, puis également au travail et en ergonomie de bureau. Va te faire un plaisir donc de vous conseiller, de vous aider. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir. Je suis sûr que ça va faire plaisir à Audrey-Lynne également. Alors, pour bien vous préparer aux nouvelles obligations de la CNSST, il y a des guides qui sont présents, qui sont proposés par la CNSST pour vous aider. Les trois que vous voyez à l'écran actuellement, donc, sur les mécanismes de prévention et de participation pour
les entreprises de 20 travailleurs ou plus, pour les entreprises de 19 travailleurs ou moins. Et il y a le guide aussi comment se préparer à vos nouvelles obligations en santé et en sécurité du travail qui sont disponibles. Donc, Joanie, je pense que au fur et à mesure que je faisais la présentation, il y a des liens qui ont été publiés, à moins que je me trompe. Est-ce que Joanie est là? Oui, j'en mets quelques-uns, là, justement. Je regarde là, pour ces trois-là que je vais mettre dans le chat. Ouais. Ils sont disponibles sur le site de la CNESST. Exact. Donc, s'il y a des questions, vous pourrez les adresser à la toute fin de la présentation. C'est ce que j'avais compris, Joanie? Oui, exactement. Ça, il y a beaucoup de questions qui rentrent, là. J'essaie de suivre le fil, mais OK, c'est je les bon. ai toutes notées. Donc, on va revenir avec vos questions à la toute fin de la webconférence. Sinon, on pourra y répondre plus tard, évidemment. Exactement, parce que ça génère beaucoup de questions, là. Le OK, sujet est d'actualité, justement. parfait. Donc, merci beaucoup de votre attention. Donc, je passe le flambeau à mon collègue, M. Sébastien Boisvert, pour la prochaine partie portant sur les changements au RSST. Donc, Sébastien. Oui, bonjour Mario. Merci de la présentation. Donc, la deuxième partie, justement, je vais parler des changements réglementaires au RSST, donc le règlement sur la santé et la sécurité au travail. Principalement, on ne peut pas tout énumérer un peu comme Mario, donc c'est un survol. On va parler principalement des changements qui est à l'annexe 1 au règlement de la santé et la sécurité au travail. Du monoxyde de carbone qui est devenu de tolérance zéro, des valeurs d'exposition du bruit, donc la réglementation a changé. Sécurité machine, il y a eu des changements en 2023 et la définition et le niveau d'oxygène pour l'espace clos également. Donc, en fond, on va y aller en ordre du RSST. Donc, ce n'est pas en ordre de priorité, d'urgence, quoi que ce soit. Donc, on commence avec la section 5 et on va découler par la suite avec les autres sections. Donc, pour la première section, ici, j'ai fait un tableau qui est un résumé. J'ai bien dit un résumé parce qu'il y a eu plus de 200 contaminants, justement, qui ont changé depuis les dernières années. Donc, ici, on peut revoir, justement, les principaux secteurs, justement, qui touchent multiprévention. Je peux donner l'exemple ici du manganèse, le fond soudage, excoupage. À fond, c'est principalement l'utilisation dans le soudage, excoupage. Secteur principal chez multiprévention, c'est dans le secteur métal. Et les changements, justement, sont mentionnés en rouge. Donc, il y a la notification, justement, poussière inhalable, poussière respirable, qui est en vigueur pour le manganèse. Donc, poussière inhalable, c'est quelque chose qui est nouveau de ce côté-là. Donc, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il y a à l'affiche. Donc, si on veut passer au suivant, Mario, s'il vous plaît. Excellent. Donc, grosseur, justement, des aérosols. Tantôt, je parlais de poussière inhalable. Donc, les poussières inhalables, c'est toutes les poussières qui sont dans l'environnement de travail du travailleur. En fin de compte, qu'est-ce qu'il peut respirer? Et lorsque l'on parle de poussière respirable, c'est toutes les particules qui peuvent se rendre au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc, lorsqu'il va y avoir les échanges gazeux entre les poumons, l'air des poumons et le sang. Donc, on va parler de poussière respirable. D'autres changements aussi à la section 5. La première partie, c'était plus pour les poussières. Je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais je fais un rappel. Ceux-ci, c'est plus pour tout ce qui est gaz vapeur. Donc, en rouge, c'est qu'est-ce qui a été modifié depuis les dernières années. Un autre exemple, c'est que je peux donner qu'on l'a composé. Donc, le tableau décomposé, on pourrait parler du sirène. L'utilisation principale, donc, c'est la fabrication de composantes de plastique et compositions de polymères lorsqu'ils sont chauffés. Secteur principal, où on les retrouve chez Multiprévention, c'est dans le secteur électrique. Et on voit le changement, justement, à 50 ppm. Donc, la réglementation a été plus sévère. Donc, ça n'est un des exemples, mais il y en a plusieurs, comme je mentionnais tantôt. D'autres changements aussi qui ont eu lieu à la prochaine diapo. Donc, il y a certaines notifications qui ont été ajoutées. Donc, lorsqu'on parle de autotoxique, présentement, il y a seulement le toluène qui est considéré comme autotoxique. Il va sûrement en avoir d'autres qui vont se rajouter dans les prochaines années. Donc, qu'est-ce que veut dire autotoxique? C'est lorsqu'on peut justement avoir une perte auditive avec l'exposition. Donc, c'est pas nécessairement en lien avec le bruit, même si on n'est pas exposé au bruit. Donc, ça peut apporter justement une diminution de la capacité justement à bien entendre. Donc, il va y avoir une perte auditive avec les années. Donc, ça va affecter principalement soit le nerf auditif ou l'oreille interne. Donc, il va amener une certaine toxicité. Ensuite, on va parler de substances justement de sensibilisation. Donc, c'est tous les agents qui peuvent causer, on va donner l'exemple, un symptôme allergique. En fond, le S avec parenthèse D, en fond, qui veut dire dermal. Donc, c'est tout
sensibilisation, donc les allergies cutanées qu'il pourrait y avoir au niveau de la peau. Et le dernier, dans le fond, c'est une sensibilisation respiratoire, donc c'est réactions allergiques. On peut donner l'exemple de l'asthme professionnel où ce que justement on peut ressentir ça. Donc, c'est de nouvelles notifications qui ont été ajoutées au RSST au courant des dernières années. Donc, passer à la suivante. Donc, tolérance zéro, monoxyde de carbone. Donc, toutes les sources de monoxyde de carbone les plus courantes de milieu manufacturier. Donc, il y en a plusieurs. Donc, en général, on peut voir que c'est principalement ce qu'il y a des moteurs à combustion. Donc, on va parler de génératrices, compresseurs, chariots élévateurs, les chaufferettes au gaz. Lors du procédé de soudage et coupage, donc c'est où ce qu'on peut retrouver principalement le monoxyde de carbone. Et les moyens de prévention, donc si on regarde la pyramide de prévention, c'est toujours l'élimination à la source. Donc, c'est certain que c'est lui qu'on va mentionner en premier. On va parler d'élimination, de remplacer les équipements dégageant du monoxyde de carbone. Donc, on voit une belle photo d'un chariot élévateur qui a été mis par Joanie. Donc, l'effet d'avoir un chariot élévateur électrique, on élimine à la source. Ça donne un exemple. Captation à la source, donc tous les procédés qui vont générer, dans le fond, c'est par élimination. Placer des équipements à combustion interne à l'extérieur. On peut parler tantôt d'un compresseur, ventiler les lieux de travail, former et informer les travailleurs. Donc, ça fait partie des moyens de contrôle. Et le dernier, justement, c'est utiliser un détecteur monoxyde de carbone en cas de risque d'exposition. Maintenant, pour la section 15, en fond, qui est le bruit, le nouveau règlement, justement, qui est entré en vigueur en juin 2023. Dans le fond, c'est les valeurs de 85. Initialement, c'était 90. Maintenant, c'est rendu à 85. Donc, la réglementation est plus restrictive qu'avant. Donc, 85 pour 8 heures. Et le bisection est d'un facteur de 3. Donc, quand on parle de bisection, c'est comme on pourrait appeler ça des marches. Donc, le fait de passer, j'augmente de 3 mon exposition. Donc, je vais diviser mon temps par 2. Donc, si je passe de 85 à 88, je viens de diviser mon temps par 2. Donc, je passe de 8 à 4. Et si je rajoute un autre 3 à 91, donc c'est 2 heures d'exposition. À noter que ces valeurs-là, c'est lorsqu'on ne porte pas de protection auditive. Donc, juste faire attention que c'est la réglementation, justement, c'est en lien avec lorsqu'on n'utilise pas de protection auditive. Et si on passe au suivant. Petite question de votre côté. Est-ce que vous avez identifié les situations à risque qui peuvent dépasser la nouvelle limite réglementaire au niveau du bruit? Donc, je vous invite à répondre au sondage, oui ou non. Le sondage est lancé. On attend les réponses. Merci, Joanie. Donc, ça monte, ça monte. Plus que la moitié a répondu oui. Excellent. Très bien. Oui, c'est 65%. Oui, il y a des situations à risque. Excellent. Donc, au niveau justement de la section 15, la réglementation a changé. Donc, tantôt, je mentionnais de juin 2023. Donc, il y a des échéanciers qui ont été instaurés au règlement pour l'identification des risques. Donc, en majorité, justement, ça a déjà été fait, ce qui est très bien. Donc, l'identification des situations à risque ou ce qui pourrait avoir des équipements dépassant le 85 dB. Donc, point de vue réglementaire, ça a été instauré que les entreprises avaient jusqu'en juin 2024 pour faire l'identification de ces risques-là. Et par règlement, ça a été ajouté que les entreprises avaient 1 an, une fois que c'était fait, l'identification, donc il y avait 1 an pour déterminer les moyens de contrôle. Donc, qu'est-ce qui pouvait être fait en entreprise pour limiter l'exposition des travailleurs, soit tantôt, je parlais d'élimination à la source, donc ça pourrait être un exemple, ou un moyen de contrôle qui pourrait être instauré. Donc, l'échéancier, c'est jusqu'en juin 2025. Et par la suite, les entreprises ont 3 ans pour mettre en œuvre. Donc, ils ont jusqu'au 15 juin 2028 pour mettre en œuvre les moyens déterminés de contrôle. Et, en fond, vu que c'est une période quinquennale, donc une période de 5 ans, les entreprises doivent refaire l'évaluation par la suite, avant le 15 juin 2029, lors de la réévaluation. Quand on parle d'évaluation ici, c'est bien l'identification des risques, juste pour rappeler. Donc, point important à retenir pour la nouvelle réglementation. Donc, beaucoup d'articles qui ont changé, mais ici, les principaux, je pense, qui sont intéressants à retenir, c'est lorsqu'il y a une modification, même si une amélioration,
en fond, d'un équipement qui est bruyant et j'ai un exemple, mettre je vais dire l'anglicisme, on a mis un silencieux, j'ai un exemple sur un équipement. Même si c'est une amélioration, donc l'entreprise a 30 jours pour refaire l'évaluation, une fois que la modification est faite. L'article 138. Ensuite, les mesurages doivent être faits selon les normes ISO ou la norme CSA. Donc, ou si vous avez des questions, moi ou mes collègues, justement, on peut supporter nos membres chez Multiprévention pour vous aider à bien faire justement ces mesurages-là. Lorsque l'employeur fournit justement des bouchons ou des coquilles, dans le fond, il y a une formation théorique et pratique obligatoire lorsqu'un employeur fournit des appareils auditifs. Donc, aussitôt que les bouchons sont fournis, il faut que les employés soient formés sur c'est quoi les effets sur la santé des travailleurs et comment porter soit les bouchons ou les coquilles et comment faire la maintenance de ces derniers. Et l'affichage du port de protection de protecteur auditif, donc à chaque fois qu'on va mettre obligatoire justement l'utilisation de protecteurs auditifs, c'est s'assurer d'avoir les affichages l'affichage sur les lieux de travail. Donc, c'est quelque chose qui est obligatoire de ce côté-là. Et si vous avez besoin, Multiprévention a des affiches justement pour nos membres. Et lorsque l'échantillonnage est fait, en fin de compte, le mesurage sur les normes ISO et CSA, j'ai mentionné plus tôt. Donc, une fois que le rapport final est envoyé, donc l'entreprise a 15 jours pour mettre à la disposition des travailleurs. Donc, ça pourrait être mis avec le PV, dans le fond, le procès verbal d'un comité, quoi que ce soit. Donc, ça pourrait être mis avec. Donc, ils ont 15 jours et il doit être disponible justement pour une période minimale de 3 mois pour les travailleurs. Donc, pour le bruit. Maintenant, on va parler de sécurité machine, donc la section 21. Donc, le côté plus technique. Donc, dans le fond, c'est les changements qui ont eu lieu depuis 2023. Dans le fond, manuel d'utilisation du fabricant est obligatoire. Donc, pour tout équipement que l'entreprise ont, le manuel d'utilisation du fabricant est obligatoire. S'il n'y a pas de manuel d'utilisation, il faut avoir un manuel justement qui est approuvé par un ingénieur. Donc, et même s'il est incomplet aussi, il faut qu'il soit complété par un ingénieur. Donc, c'est l'article 174. Lorsqu'on fait l'achat ou les modifications, il faut respecter justement les bonnes pratiques, les règles de l'art, qu'on va dire, et respecter aussi les organismes de normalisation. Donc, si je vais parler de CSA, ISO, il y en existe d'autres, mais il faut respecter justement ces conformités-là internationales. Lorsqu'on fait des modifications de machines également, donc que ce soit sous la supervision d'un ingénieur, ici, on a mis une photo d'un bouton poussoir, un champignon qu'on peut appeler en santé et sécurité. Donc, le fait d'installer un arrêt d'urgence fait partie d'une modification de machine. Donc, lorsqu'on même si c'est pour la santé et sécurité, on fait une modification pour améliorer la santé et sécurité, il faut l'inscrire quand même. Et que ce soit fait sous la supervision d'un ingénieur. Et le dernier, tout ce qui est risque résiduel, en fond, il faut se tenir compte justement du manuel du fabricant. Et si ne sont pas mentionnés ou ne sont pas complètes, donc il faut que ce soit complété aussi par un ingénieur et signé par un ingénieur. Donc, l'article 78 en référence justement à l'article 174. Donc, s'il est incomplet, il faut se référer à un ingénieur. Maintenant, la section 26, tout ce qui est définition d'espace clos. Donc, la définition a changé au courant des dernières années. Donc, l'ancienne définition, on ne peut pas la comparer parce qu'ils ont des philosophies un peu différentes, je pourrais dire. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais au lieu que ce soit inclusif, maintenant, c'est vraiment pour répondre à un des critères. Dans le fond, je vais vous la lire. C'est tout espace qui est totalement fermé ou partiellement fermé, tel un réservoir, silo, cuve, trémie, citerne, etc., et qui présente un ou plusieurs risques suivants en raison de son confinement. Donc, si c'est vraiment important de retenir un ou plusieurs risques, donc si c'est répond oui à un des trois, on le considère comme un espace clos. Donc, on va parler de risques d'asphyxie, d'intoxication, perte de conscience, de jugement, d'incendie, d'explosion associée à l'atmosphère ou la température interne, avoir un risque d'ensevelissement ou il peut avoir un risque de noyade d'entraînement en raison d'un niveau ou d'un débit d'un liquide. Donc, c'est les trois aspects à regarder pour savoir est-ce que ça correspond à un espace clos, oui ou non. Maintenant, ça va être à vous de travailler un peu. Donc, petite question piège, quelle est la valeur inférieure du RSST pour le niveau d'oxygène applicable dans les espaces clos au Québec?
Donc, j'ai lancé le sondage. Ça commence à rentrer. Euh, la majorité ont répondu B, 19,5. 50% des gens ont répondu 19,5. La réponse est oui. C'est une question piège. La valeur a changé au courant des dernières années. Donc, elle était à 19,5, ils l'ont monté à 20,5. Point de vue difficulté technique, ça a été remis à 19,5. On peut sauter les détails, mais le fait de justement de les avoir proches de la zone respiratoire, le travailleur expirait, ça peut amener des questions de logistique, justement je veux dire, des fausses alarmes. Donc, c'est pour ça que ça a été réintégré principalement à 19,5. Et ça, c'est depuis le 5 juin 2025, ça a été réinstauré à ce niveau-là. Maintenant, un petit rappel, à fond, vu qu'on parle des espaces clos, les niveaux, justement, à fond, c'est par règlement. Le niveau d'oxygène, habituellement, dans l'air, est à 20,9. Donc, si on le met à l'air frais, les alarmes inférieures, donc à 19,5, alarmes supérieures à 23, il n'y a rien qui empêche l'entreprise d'être plus restrictive, ça, c'est sûr. Tout ce qui est gaz combustible, dans le fond, c'est à 5 de LIE. Dans le fond, c'est limite inférieure d'explosivité, ou il y en a qui vont appeler ça plus LEL en anglais. Monoxyde de carbone, dans le fond, l'alarme doit être maximalement à 35 ppm. Et pour le sulfure d'hydrogène, l'alarme doit être à 8 ppm. Donc, c'était ma partie. Je vais lancer la balle à Joanie pour la conclusion. Oui, donc c'est parfait. On va avoir du temps pour les questions là, qui sont rentrées pas mal dans la première partie. Donc, je vais reprendre les questions qu'on a eues. Donc, par rapport, Mario, à la slide 14, par rapport aux fréquences des réunions des CSS, euh, est-ce que, le RSS doit être sur le comité santé-sécurité? Oui, le RSS, ben, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le RSS fait. Enfin, le 1er octobre 2025 doit faire membre de l'Office du comité de santé et sécurité. Donc, normalement, oui. Oui, le nombre de réunions des CSS, Ouais. est-ce que c'est toujours le même nombre de réunions ou ça dépend? Il y a combien de travailleurs dans C'est l'entreprise? en fonction des niveaux que j'ai présentés tout à l'heure. Donc, c'est en fonction des niveaux, comme je l'ai mentionné, c'est pas en fonction du nombre de travailleurs. Donc, je reviens là-dessus. Je sais pas si tout le monde voit bien. Peut-être que le partage est encore là. Ça va? Oui, c'est bon. Donc, c'est en fonction des niveaux, comme je l'ai présenté. Donc, les niveaux 4, par exemple, secteur métal, on parle de 6 rencontres par année ou moins une rencontre par trimestre. À partir du mois d'octobre 2026, ça va être 9 rencontres. Donc, c'est pas en fonction du nombre de travailleurs, mais vraiment en fonction du niveau du secteur d'activité économique, du niveau de risque auquel vous êtes exposé. Les niveaux ont été définis. Habillement, on parle de 6 rencontres par année, au moins une par trimestre, la même chose. Et imprimé, secteur connexe, une rencontre, 4 rencontres par année, excusez. Ouais. OK. Ici, on a une autre question. Est-ce qu'ils doivent être syndiqués? Tu veux dire syndiqué? Je sais pas, la personne qui a Non. posé la Ouais, ben question. syndiqué par rapport aux réunions du CSS, par rapport Ouais, à c'est ça, quoi on était exact? sur cette slide-là quand il y a eu la question. Ouais. Non, c'est dans un milieu de travail, la fréquence, on dit des réunions est déterminée par entente entre les deux parties, employeur-travailleur, mais c'est pas nécessairement une entreprise. Là, j'ai parlé, évidemment, quand on parle d'entente dans les entreprises où il y a une convention collective, mais c'est pas pour les entreprises non syndiquées qui n'ont pas de convention, à ce moment-là, c'est entente entre les deux parties. S'il n'y a pas d'entente, évidemment, on exclut la convention collective dans ce cas-là. Puis s'il n'y a pas d'entente, c'est le règlement qui s'applique. Super. Est-ce qu'on doit avoir un RSS sur chaque corps de travail? Non, c'est pas une obligation. Il pourrait y avoir un seul RSS, puis ça, au niveau du RSS, il peut en avoir plusieurs, sur plusieurs établissements. Alors, c'est par entente aussi à l'interne, mais les tâches peuvent être partagées aussi. Donc, il peut y avoir plus qu'un RSS. Par rapport au parcours de formation de multiprévention, quelqu'un me posait la question, est-ce que c'est obligatoire, est-ce que le parcours est obligatoire par la CNSST ou c'est une bonne pratique? C'est une bonne pratique. Je pense que ça va être un bon complément. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on n'a pas encore tous les détails concernant la formation obligatoire de la CNSST. On attend l'information détaillée. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous livrer plus d'informations aujourd'hui sur la mécanique et tout ça.
Mais le parcours, c'est sûr que c'est des formations de 4 heures, donc qui vont être avec des sujets très précis comme les enquêtes, loi et règlement, l'analyse de risque. Alors, alors que la formation de la CNSST, c'est une formation de 7 heures, mais qui va être plus, j'imagine, sur des notions générales au niveau santé-sécurité. Mais le parcours proposé par Mutualisation, ce n'est pas un parcours qui est obligatoire, mais c'est une bonne pratique. Je pense que ça va être un bon complément. Super. J'ai quelqu'un ici qui a demandé, j'ai suivi la formation du RSS avec mon syndicat. Est-ce qu'il faut que je la refasse obligatoirement pour que la CNSST approuve cette formation? Vous l'avez suivi quand, la formation? La personne l'a suivi quand? Parce que les formations, nous, on n'a même pas les contenus encore. Donc, est-ce que c'est il y a 3-4 ans? Peut-être, oui, donner une formation, mais est-ce que c'est une formation reconnue par la CNSST? C'est ce qu'il faudrait vérifier. Parce que nous, on n'a pas encore les contenus et on attend des informations plus détaillées. Donc, c'est possible, supposition, peut-être que la personne a suivi une formation donnée par l'association syndicale, mais est-ce que c'est la formation qui est reconnue par la CNSST, d'où on attend le contenu va être livré formellement. On va avoir plus de détails probablement au mois de janvier. Alors, il faudrait vérifier cet aspect-là. OK. Oui, c'est ça. C'est la formation, la nouvelle formation reconnue par la CNSST pour laquelle on attend plus de détails. Est-ce que les formations obligatoires pour le CSS et RSS sont à chaque année? Non, c'est pas chaque année. Ce que je peux vous dire pour le RSS, il va y avoir des formations de rappel aux 2 ans. Vous avez le détail dans justement le guide pour je vais acheter une consonne puis une voyelle, les établissements de 20 travailleurs ou plus, mais il va y avoir des formations de rappel. Mais j'ai pas plus de détails on n'a pas tout le détail à ce niveau-là. Mais ce que j'ai lu, c'est qu'on parle de formation de rappel, ce qui serait l'équivalent aux 2 ans. Mais des formations reconnues par la CNSST, puis ils proposent si vous avez 2 secondes, je pense que je m'étais gardé une petite note là-dessus, là. Pendant que tu cherches ça, Mario, je vous mets dans le chat de... Oh, excuse-moi. Bien. Ce qu'on trouve dans le document, on dit à partir du 1er avril suivant la date de son attestation de formation, le RSS devra obtenir par période de 2 ans une attestation de participation à un programme de formation reconnu par la CNSST, les sujets étant un risque particulier, risque émergent, modification législative ou réglementaire. Mais il nous reste des détails à aller chercher là-dessus, là. Mais oui, ce qui est prévu par la CNSST, où on parle d'une formation genre de refresh ou des formations.